Alors voilà, on est prêt à commencer. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les indiquer dans les commentaires en bas et ça va me faire plaisir d'y répondre pendant la séance de Facebook Live. Alors, pour commencer, voici ce qu'on va aborder durant le petit webinaire. Donc, des trucs et astuces bons à savoir sur Internet. Comment sécuriser les applications des réseaux sociaux. Qu'est-ce que la cyber-intimidation? Le sexting, la sextorsion et la pornographie juvénile. Les jeux et défis en ligne. Le contrôle parental. Comment bloquer et signaler en ligne. Et les ressources qu'on peut consulter si on en a besoin. Alors, commençons avec les petits trucs et les astuces. Donc, vous voyez dans la présentation en bas, je vous ai mis en fait les logos des applications qui sont le plus souvent utilisées par nos jeunes en ligne. Donc, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, on a Messenger. Il y a aussi une version Messenger Kids, donc une plateforme pour aussi chatter en ligne, mais faite spécialement pour les enfants. Ensuite, on a Snapchat, le petit fantôme. On a Fortnite, qui est un jeu en ligne, et Roblox. Alors, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que les réseaux sociaux sont techniquement interdits aux moins de 13 ans. Là, on s'entend que ça, c'est une loi, en fait, qui est appliquée aux États-Unis et au Canada. Mais ce n'est pas à proprement dit quelque chose qui va faire qu'on va se faire arrêter par la police et se faire porter des accusations. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on juge que les jeunes ne sont pas assez matures avant l'âge de 13 ans pour être sur les plateformes de réseaux sociaux. Et là, je sais que certains d'entre vous vont déjà se dire, même des adultes, des fois, c'est pas assez mature pour être sur les réseaux sociaux. Alors, c'est simplement pour indiquer que c'est toujours important d'avoir une supervision sur ce qu'ils font, tout simplement. Donc, d'être au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à quels réseaux sociaux ils sont abonnés. Donc, le 13 ans, en fait, comme je disais, c'est pas une loi proprement dit, c'est juste d'être prudent parce qu'on considère qu'ils n'ont pas la maturité. Mais pour ceux d'entre vous qui ont déjà des réseaux sociaux aussi, c'est sûr que vous savez qu'on choisit nous-mêmes la date de naissance. Donc, on peut mettre n'importe quelle date de naissance. Alors, ce qu'on va recommander aux jeunes, c'est justement que si ils utilisent les plateformes de réseaux sociaux, ben, de mettre des fausses informations. Donc, de ne pas mettre leur vrai âge, de ne pas mettre des informations personnelles. Plusieurs jeunes vont aussi confondre l'amitié réelle et virtuelle. Donc, beaucoup de ces enfants-là, des fois, ont de la difficulté à établir des bonnes relations et vont trouver que c'est plus facile en ligne parce qu'en ligne, on peut être qui on veut. Hein? On peut sortir un petit peu de notre réalité et même s'inventer une vie complètement différente. Donc, beaucoup de jeunes vont avoir tendance à avoir la difficulté à faire la distinction entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est virtuel. Donc, souvent, on va dire, ben, ils m'ont ajouté comme ami, donc c'est mes amis. Sauf qu'il y a une différence entre un ami concret qui va être là pour nous aider et un ami qui est juste là pour cliquer like sur nos photos ou sur nos vidéos pour faire des petits commentaires. Moi, ce que j'explique souvent, c'est la métaphore de si j'ai 300 amis sur Facebook et que j'indique demain matin que je déménage, ben, est-ce que j'ai 300 personnes qui vont se pointer dans ma porte pour m'aider? J'ai des gros doutes. Hein? Ceux qui vont se pointer pour m'aider, ben, c'est mes amis les plus proches et même certains d'entre eux qui ne seront même pas sur Facebook. Donc, c'est juste de faire, d'amener l'enfant à faire la distinction entre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est virtuel. Qu'est-ce que c'est un vrai ami? Hein? Un ami, c'est quelqu'un qui est là, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et c'est quelqu'un à qui je peux me confier, à qui je peux parler, mais quelqu'un qui est en arrière d'un écran, que j'ai jamais vu auparavant, que tout ce que j'ai pour me fier, c'est une photo. C'est peut-être pas la même, c'est peut-être pas le même lien. Donc, ça peut être une connaissance, mais ce ne sera pas nécessairement un ami. Il y a aussi le virtuel qui influence la perception et l'estime de soi. Donc, c'est sûr qu'on est dans une technologie aujourd'hui où on peut mettre des filtres sur nos photos, sur nos vidéos. Donc, on peut s'améliorer, on peut beaucoup juger sur le physique. Et souvent, les jeunes vont suivre des influenceurs en ligne, des vedettes. Donc, ces vedettes-là, souvent, ben justement, hein, ils ont tout intérêt à se mettre de leurs plus beaux atours et de se mettre à leur meilleur. Donc, souvent, vont utiliser des filtres, vont s'habiller de façon beaucoup plus, avec des vêtements plus riches, plus chers, avec des marques et tout ça. Donc, les jeunes, souvent, vont vouloir leur ressembler et quelquefois, c'est pas tout à fait encore là accessible. Et il faut savoir aussi qu'on le voit aujourd'hui, tranquillement, l'industrie est en train de changer pour faire place à la diversité corporelle. Mais ce qu'on voit encore beaucoup, c'est des hommes et des femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, qui sont très minces, très en forme, qui s'entraînent beaucoup. Donc, on prône la santé, mais on le prône beaucoup sur l'aspect physique. Donc, qu'est-ce qu'on a l'air, qu'on soit mince, qu'on rentre dans tel et tel standard. C'est ça, les standards de beauté. Ce qui fait qu'un jeune qui grandit,
qui premièrement est en pleine croissance, donc qui va avoir le corps qui va changer, veut pas, arrivera peut-être pas à ces standards-là. On a des jeunes, moi je le vois dans les écoles, on a des jeunes qui sont en 6e année, qui sont très grands, qui ont déjà là, un physique de jeunes adultes. Et on en a d'autres en 6e année qui sont encore tout petits. Donc, on le voit qu'ils sont en pleine croissance. Et ça aussi, ça peut influencer leur perception de voir sur Internet toujours des gens qui ont l'air au summum de la perfection. Donc, c'est de rappeler aussi que ces gens-là, des fois, ils portent des costumes empruntés, ils portent des bijoux empruntés et souvent, ils vont utiliser des filtres aussi. Donc, de leur rappeler, en l'estime de soi, c'est la perception qu'on a de soi-même. Donc, de se rappeler que ce qui est important, c'est qui on est et non pas ce qu'on a l'air et ce qu'on projette sur les réseaux sociaux. En tant qu'adulte, naturellement, c'est important de donner l'exemple par rapport à ça. Donc, c'est important de nous-mêmes peut-être prendre un petit temps pour observer comment nous-mêmes on se comporte sur les réseaux sociaux. De voir qu'est-ce que nous, on publie. Tu sais, on le sait, hein, je suis sûre que vous avez remarqué, surtout avec la pandémie, avec l'obligation de porter des masques. Tu sais, il y a des gens qui se servent des plateformes de réseaux sociaux pour émettre leurs commentaires et qui ne sont pas nécessairement toujours les commentaires les plus allumés. Alors, il faut être un petit peu aussi au courant de ça parce que les jeunes nous observent. Donc, je pense que c'est toujours une bonne idée de nous-mêmes se poser la question avec quel genre d'influence qu'on donne sur les réseaux sociaux. Hein? Parce qu'on le sait toujours, il faut un petit peu prêcher par l'exemple. On ne peut pas dire à un enfant de ne pas faire quelque chose que nous-mêmes on fait et qui sont en plus conscients qu'on fait. Et finalement, ce que je pourrais aussi suggérer par rapport à ça, c'est le dernier point. C'est important aussi de demander la permission à nos jeunes avant de publier des photos d'eux ou des vidéos d'eux sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent. Mais nous, c'est la première chose qu'on va leur dire quand on fait les ateliers aimés dans les écoles, c'est il faut faire attention avec ça, il faut demander la permission. Parce que c'est pas parce que moi, je trouve cette photo-là jolie que mon ami est d'accord avec moi. Puis cet ami-là est sur la photo. Donc, il a son mot à dire, il a son droit. Et s'il n'aime pas ça, ben j'ai pas à publier cette photo-là. Donc, on peut commencer à faire l'exercice nous-mêmes, dire est-ce que mon enfant apprécie que cette photo-là soit sur les réseaux sociaux? Parce qu'il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux sont là pour rester. Donc, dans quelques années, quand vos jeunes vont grandir, vont chercher un emploi ou vont vouloir être admis dans un collège ou une université, il ne faut pas oublier que les gens, avant de les sélectionner, vont sûrement aller voir leurs réseaux sociaux. Donc, si eux-mêmes ont des photos ou des vidéos qui sont inappropriées, ça vaut peut-être la peine de faire un petit ménage avec eux, mais de le faire vous aussi. Donc, de se rendre compte quand on publie une photo avec nos enfants dessus, oups, est-ce que mon enfant est d'accord avec ça? Est-ce que ça peut lui nuire plus tard? Est-ce que ça peut lui faire une drôle de réputation? Donc, c'est important, moi je vous le suggère fortement, de discuter avec vos jeunes et de voir. Et en même temps, ça va les responsabiliser aussi de voir que vous leur faites confiance et que vous respectez leur droit à dire oui ou non. Donc, pour continuer, je vais vous montrer dans les prochaines pages comment sécuriser les sites, justement, qui sont utilisés la plupart du temps par les jeunes sur les réseaux sociaux. Donc, ce que vous voyez ici, c'est Facebook. Donc, on voit en bas, il est écrit dans le petit encadré rouge, « En appliquant sur s'inscrire, vous acceptez nos conditions, notre politique d'utilisation des données et notre politique d'utilisation des cookies. Vous recevrez peut-être des notifications par texto de notre part et vous pouvez à tout moment vous désabonner. » Ce que ça veut dire aussi concrètement. Parce qu'on sait, puis on l'explique souvent à nos jeunes, que même nous, en tant qu'adultes, quand on s'inscrit sur un réseau social, on ne prend pas nécessairement le temps de lire tous les petits caractères, on remplit ce qu'il y a à remplir, on clique « J'accepte » et c'est fini, on passe à autre chose. Mais ce qu'on fait en autorisant ces applications-là, c'est on les autorise à enregistrer nos vidéos, enregistrer nos photos, enregistrer nos informations et par la suite, les partager. Il ne faut pas oublier que tous les réseaux sociaux sont des domaines qui sont publics. Donc, il y a toujours moyen d'y accéder d'une façon ou d'une autre à nos profils. Donc, c'est pour ça que pour s'aider le plus possible, on essaie de mettre nos paramètres les plus privés pour que les gens puissent le moins possible nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, voici pour Facebook. Ensuite, on a comment, justement, sur Instagram, mettre notre compte privé. Donc là, vous voyez, on le fait avec notre page personnelle du réseau Enfants Retour. Donc, vous allez voir dans les petites lignes à gauche qui sont les paramètres, en fait. Et là, vous voyez comment vous pouvez mettre votre compte privé. Est-ce que vous avez des comptes que vous voulez bloquer? Est-ce que vous avez des comptes en sourdine? Vous pouvez aussi choisir si vous avez des amis proches et tout ça. Et c'est très important parce que souvent, les confidentialités de compte, là, vous voyez, le nôtre est à public. Pourquoi il est à public? Parce que nous, c'est un organisme. Donc, ce qu'on publie, ce n'est pas des renseignements sensibles, ce n'est pas des renseignements personnels. Alors, c'est pas important, nous, s'il y a plein de gens qui s'abonnent
à nos réseaux. Mais sachez que si on a des gens qui sont abonnés à nos réseaux et qui émettent des commentaires inappropriés, inadéquats, qui sont violents, qui incitent à la haine, qui nous menacent, qui font du harcèlement, bien nous, on va bloquer ces comptes-là aussi, même si c'est un compte public. Par contre, on vous suggère avec vos jeunes de mettre des comptes privés. Donc, quand le compte est privé, la personne doit demander à votre enfant pour être son contact. C'est sûr que si votre enfant accepte automatiquement les gens, ça ne change pas grand-chose de le mettre public ou privé. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, ça va faire en sorte qu'en étant privé, aussi les autres moteurs de recherche ne trouveront pas nécessairement votre profil, ou ils vont peut-être le trouver, mais n'auront pas accès à toutes les photos et toutes les vidéos qui sont publiées. Donc, voici la façon de le faire sur Instagram. Ensuite, on a Snapchat. Donc, Snapchat qui est une application pour prendre des photos instantanées. Et le problème avec Snapchat, c'est que souvent les gens, si vous n'êtes pas familier avec cette plateforme-là, donc on envoie une photo à nos contacts et la photo, on choisit après combien de temps elle s'efface. Ça peut être quelques secondes, quelques minutes, une story de 24 heures, mais après ça, ça s'efface. Donc, les gens ont la pensée magique de dire « Ah, ben ça s'efface. Donc, je peux mettre n'importe quoi, puis c'est pas grave, ça ne sera jamais retrouvé. » Mais c'est faux. On l'a dit tantôt, hein, tout ce qu'on publie sur Internet est public en quelque sorte. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les sites Internet enregistrent ce qu'on fait 24 heures sur 24. Donc, il y a toujours moyen de le retrouver. Et je suis sûre que vous le savez très bien, c'est possible aussi de faire une capture d'écran, donc d'enregistrer ce que la personne envoie. Et certains de ces sites, dont Snapchat, vont envoyer une notification à la personne pour dire « Hey, la personne elle a pris une photo. » Et là, souvent, les jeunes vont dire « Comme ça me protège. » Mais là, nous, ce qu'on leur ramène, c'est « Oui, mais n'oublie pas, même si tu es averti que la personne est dans la photo, tu n'y as pas plus accès à cette photo-là. Tout ce que ça te dit, c'est la personne a une photo, mais tu n'as aucune idée de ce que la personne va faire avec cette photo-là. La photo, à ce moment-là, elle ne t'appartient plus. Aussitôt qu'elle est sur Internet, une photo ne t'appartient plus. Donc, il faut faire attention aussi de ce côté-là, de bien être certain que cette photo-là ne nous met pas en danger ou ne révèle pas des informations trop personnelles à notre sujet. Donc, vous voyez ici comment on peut gérer, qui peut nous contacter, qui peut voir nos stories, pardon. Et il y a aussi, vous voyez, voir mon emplacement. Alors là, je vais changer au Snap Map. Donc, le Snap Map, c'est en fait une carte, comme vous pouvez le voir en ce moment, où la personne peut avoir un emoji qui la représente et ça indique où est-ce qu'on se trouve. Et là, c'est là que ça se complique. Parce qu'avec le Snap Map, le téléphone est traqué, donc il est suivi. Et là, vous le savez, hein, on a les localisations dans nos cellulaires qu'on peut désactiver, qu'on peut mettre inactives, donc le téléphone ne nous suit pas. Mais avec le Snap Map, ça se met automatiquement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable, les contacts de la personne qui utilise Snapchat, est capable de suivre la personne dans ses déplacements. Et même, on est rendu avec la technologie que si, par exemple, moi, personnellement, j'ai un avatar et on voit où est-ce que je suis, puis que je vais m'acheter du McDonald's et que je paye avec ma carte de crédit, eh bien, on va me voir avec mon avatar, mon sac de McDonald's. Donc, ça vous montre à quel point on est rendu très, très loin dans la technologie pour identifier les gens et trouver leur location. Donc, ça aussi, ce serait important de vérifier avec vos jeunes s'ils utilisent des applications et s'ils utilisent le SnapMap, de voir est-ce que leur localisation dans leur téléphone est bel et bien désactivée. Parce que sinon, on voit où est-ce qu'ils demeurent, on voit à quelle école ils vont. Donc, c'est quand même problématique à ce niveau-là. Par la suite, on a TikTok. Donc, TikTok aussi est très, très populaire et est devenu très populaire aussi avec la pandémie. Beaucoup de parents ont fait des vidéos avec leurs enfants. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que TikTok aussi est lié avec YouTube. On n'oublie pas que YouTube est une très grosse plateforme. Il y a énormément de gens qui sont abonnés et même sans être abonnés, qui ont accès aux vidéos. Donc, c'est bien d'être toujours conscient de ce qui peut se retrouver là-dessus aussi. Donc, même chose, on peut mettre les paramètres privés, les paramètres de confidentialité au niveau de TikTok. C'est sûr que ça aussi, c'est des petites vidéos pas très longues hein, qui apparaissent dans le fil et puis par la suite, on a l'impression de disparaître, mais ne disparaissent pas complètement, comme je l'ai dit tantôt. Donc, on ne sait jamais où est-ce que ça va se retrouver. Et ça, c'est très, très populaire avec nos jeunes. Beaucoup d'influenceurs sont là-dessus, beaucoup de vedettes sont là-dessus. Donc, les jeunes passent beaucoup de temps sur la plateforme TikTok en général et font eux-mêmes des vidéos, vont reproduire des chorégraphies. Il y a beaucoup de défis que vous avez probablement vus. Donc, là aussi, je pense que c'est important de prendre le temps de vérifier avec vos jeunes c'est quoi les paramètres de confidentialité, à savoir est-ce que les vidéos sont juste accessibles à leurs amis proches ou s'ils sont accessibles à
toute la planète. Hein. On est quand même 8 milliards sur la planète bientôt. Donc, ça fait beaucoup de gens qui ont les yeux sur ce qui se passe dans notre maison. Maintenant, on va parler de cyberintimidation parce que c'est un phénomène qui, veut pas, est très présent aussi malheureusement sur Internet. Donc, c'est la même chose que l'intimidation, mais au niveau Internet. Et comme je l'expliquais tantôt, la magie d'Internet, c'est que les gens peuvent un petit peu plus se cacher dans un anonymat. Il y a des gens qui peuvent se créer des profils, ils ne mettront pas de photos, ils vont mettre des fausses informations. Donc, on ne saura pas qui se cache derrière. Et ça, souvent, les gens vont s'en servir comme plateforme et ça peut être très nuisible pour les jeunes et surtout pour un jeune qui est en train de construire son identité, son estime de soi, de se faire intimider. Ça devient très difficile à gérer. Et comme j'expliquais tantôt, le fait que c'est en ligne, des fois, c'est plus compliqué. Hein? Moi, j'explique souvent que dans mon temps à moi, quand je voulais écœurer quelqu'un, ben, il fallait que je le fasse en pleine face, hein? Ou que j'écrive une petite lettre ou quelque chose. Mais ça prenait un peu de courage parce qu'on savait que la personne allait trouver c'était qui l'avait intimidé. Mais au niveau de la cyberintimidation, c'est beaucoup plus facile d'être caché. Alors, je vous ai mis un petit peu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la cyberintimidation, c'est criminel. Donc, je vous ai amené qu'est-ce qui peut être considéré comme des actes criminels par rapport à l'intimidation. Donc, le premier, si la personne reçoit des courriels haineux de la part d'une autre personne, ça peut être considéré comme du harcèlement criminel, surtout si ça arrive plusieurs fois. Si une personne écrit des faussetés au sujet de la personne dans le but de nuire à sa réputation, de ridiculiser, donc ça, c'est de la diffamation. Pour vous donner un exemple, on le voit un petit peu en ce moment là, avec les dénonciations sur les réseaux sociaux au niveau des infractions à caractère sexuel. Donc, ces gens-là, malheureusement, pourraient être poursuivis en diffamation parce qu'ils utilisent Internet pour dénoncer une personne, mais on n'a pas de preuves, la personne ne peut pas se défendre, donc ça pourrait aller éventuellement en diffamation. Donc, c'est quand on écrit dans le but de nuire à la personne. Ensuite, si ils reçoivent des messages textes, par exemple, de menaces en disant ben, si tu te pointes à tel endroit, tu vas te faire casser les jambes. Donc, c'est de la menace, comme je l'ai mentionné. Et il y a aussi, des fois, ça peut aller aussi loin que la personne va dire, exemple, ben, va donc te suicider. Donc, ça va être une incitation au suicide. Donc, c'est important de le savoir. C'est important de savoir que ces gestes-là sont condamnés et qu'il y a quelque chose à faire là, par rapport à ça. Donc, il faut être alerte à ce côté-là. Et ce qu'il faut savoir, comme je l'ai écrit en bas, un adolescent sur 4 a déjà été victime de cyberintimidation via un courriel, un texto ou un réseau social. Donc, c'est important d'être au courant. C'est important aussi d'ouvrir la discussion avec nos jeunes, d'en parler, que si jamais ils reçoivent des messages qui les font sentir inconfortables, qui les font se sentir menacés, ils doivent faire quelque chose. Et éventuellement, ça peut aller justement là, au niveau criminel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du code criminel au Canada, à partir de l'âge de 12 ans, une personne peut être accusée. C'est sûr que de 12 à 17 ans, ça va être le tribunal de la jeunesse qu'on appelle. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, je ne vous ferai pas un cours sur les procédures judiciaires, mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, il peut quand même avoir des conséquences. Elles ne seront pas aussi grosses qu'au niveau adulte, mais elles sont là quand même et elles existent quand même. Et avoir un dossier criminel à partir de l'âge de 12 ans, ça part un petit peu mal dans la vie. Là. Donc, c'est important aussi d'enseigner à nos jeunes de faire attention aussi avec leurs propres paroles, leurs propres gestes. Quand ils font des commentaires sur une publication, exemple, c'est important qu'ils soient au courant que ben, si cette publication-là fait justement des menaces ou fait que la personne se sent harcelée, il faut faire attention parce que ça va se retourner contre nous. Hein? Donc, tu sais, on dit souvent l'expression « tourner sa langue 7 fois avant de parler ». C'est un petit peu la même chose en ligne aussi. Hein? Donc, de trouver, peut-être tourner son doigt 7 fois avant de taper sur notre clavier. Mais c'est une bonne idée aussi d'être prudent avec ça et d'informer nos jeunes qu'il y a des ressources qui existent si jamais on est victime. Mais il faut aussi faire attention nous-mêmes quand on veut répondre à quelqu'un sur les réseaux sociaux et en personne, bien sûr. Maintenant, on va aller dans la section que les parents aiment un petit peu moins que j'aborde, mais que c'est quand même très, très important. Donc, on va aller parler de sexting, de sextorsion et de pornographie juvénile. Donc là, c'est des gros mots qui font peur, j'en suis consciente, mais on va regarder ça ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est en gros le sexting? C'est quand le jeune va envoyer électroniquement des photos, des vidéos et même avoir des conversations à caractère sexuel. Donc,
c'est important de faire attention à ça aussi parce que malheureusement, beaucoup de nos jeunes sont un petit peu pris dans ce phénomène-là en ce moment, vont envoyer des photos, des vidéos à leurs copains, leurs copines, en se disant ben, c'est une preuve d'amour, puis c'est correct, puis ça va rester entre nous deux. Mais ça peut dégénérer, donc il faut faire très attention à ça. Et il peut y avoir aussi de la sextorsion. Donc, la sextorsion, c'est comme l'extorsion. Donc, on menace la personne de partager ces fameux fichiers-là pour avoir quelque chose en échange. Donc, ça peut être de l'argent, ça peut être d'autres photos ou d'autres vidéos, mais on va menacer souvent la personne, ben, je vais le montrer à ta famille, puis je vais le montrer à l'école et tout ça. Donc, la personne se sent menacée, se sent prise et va en envoyer plus pour être en sécurité. Donc, qu'est-ce qui sont les 4 comportements qui sont considérés comme de la pornographie juvénile? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bas de 18 ans, c'est illégal d'envoyer ce genre de matériel-là. Que même si c'est copain-copine, même si la relation elle est consentante, c'est illégal, c'est de la pornographie juvénile. Donc, voici les 4 actes, vous les voyez en bas ici. Donc, on a la sollicitation, donc le fait de demander la photo ou la vidéo. Ensuite, on a la production, donc le fait de prendre la photo ou la vidéo. Ensuite, on a la distribution, donc de l'envoyer. Et finalement, on a la possession. Et ça, c'est celle qu'on oublie le plus souvent. Donc, le fait de l'avoir eu dans son téléphone. Et souvent, les gens vont penser à tort que ben, si je l'efface, c'est correct, je ne vais pas regarder, il n'y a pas de problème. Le problème étant que si jamais il y a une enquête qui se fait, tout ce qu'on envoie a un numéro de série. Donc, s'il y a une photo, les enquêteurs vont voir à qui ça a été envoyé. Alors, même si la personne l'a reçu sur son téléphone, son ordinateur, et l'a effacé, on va quand même voir que la personne l'a eu en sa possession. Donc, elle pourrait être accusée de complicité. Mais ici, quand je parle d'accusation, je sais que ça peut être épeurant. Il faut savoir qu'au niveau jeunesse, les policiers sont plus dans une méthode d'information, d'intervention que de répression. Donc, ils ne vont pas nécessairement porter des accusations automatiquement parlant. Ils vont devoir évaluer qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont vraiment faire une enquête là, sur tout le déroulement de l'événement. Ils ne vont pas nécessairement porter plainte automatiquement. Donc, c'est important pour nos jeunes et pour nous de savoir qu'on doit en parler si ça arrive. Il y a de l'intervention à faire, il y a de l'aide qui existe aussi. Et c'est important là, de s'en occuper parce que, bon, malheureusement, oui, comme je disais tantôt, ça peut dégénérer. Alors, ce que j'expliquais souvent, c'est que je vais faire un exemple. Si, exemple, moi, j'ai 14 ans, j'envoie une photo intime de moi, et là, quand j'entends photo intime, ça peut être en sous-vêtements, ça peut être nu complètement, et qu'en plus, je fais des poses suggestives. Donc, si j'envoie cette photo-là, par exemple, à mon copain, qui a exactement la même âge que moi, donc qui a 14 ans, et que lui l'envoie à 5 de ses amis, ces 5 amis-là, il y en a 2 qui suppriment la photo et 3 qui la partagent. Donc là, je demande qui pourrait être accusé criminellement. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout le monde dans l'histoire. Comme j'ai expliqué tantôt, même les 2 amis qui n'ont pas regardé la photo et qui l'ont supprimée, ils l'ont quand même eu à leur possession. Donc, c'est important à ce moment-là de dénoncer, d'en parler s'il arrive quelque chose. Et souvent, les plateformes de réseaux sociaux sont très fortes aussi pour engager les gens à avoir des conversations avec des étrangers. On en a parlé tantôt de pourquoi c'est important de aussi mettre nos comptes privés parce qu'on peut filtrer qui peut nous parler, qui peut avoir accès à nos choses. Malheureusement, il y a des adultes mal intentionnés qui vont être sur les réseaux sociaux et qui vont justement cibler ces jeunes-là et vouloir des conversations privées avec eux, aller faire du chat, mais dans une salle privée. Donc, il faut faire attention, il faut être un petit peu alerte à ce côté-là et enseigner à nos enfants que ben, ils ont le droit de dire non s'ils ne sont pas confortables et ils ont le droit de mettre leurs limites aussi là, sur Internet. C'est très, très, très important. Je vous rappelle, hein, si vous avez des questions pendant qu'on fait cette diffusion-là, écrivez dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre par la suite. Et si vous voulez aussi le document, de nous écrire votre adresse courriel, vous pouvez nous l'envoyer dans un message privé et on va vous envoyer là, la documentation par la suite. Maintenant, on va parler des jeux et des défis en ligne. Donc, un petit peu dans la même lignée de ce qu'on vient d'aborder. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les jeunes pensent que, et même les adultes quelquefois, les jeux en ligne sont plus sécuritaires que les profils sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux comme, par exemple, ici, Fortnite, Minecraft et Roblox, qui sont des jeux très populaires avec les jeunes en ce moment, c'est des jeux qui permettent aussi de pouvoir discuter en privé,
de pouvoir avoir des conversations avec les personnes et de mettre aussi des informations personnelles sur leur profil. Donc, encore là, c'est de faire attention. C'est aussi de voir que, tu sais, peut-être que j'ai l'impression que je joue avec Maxime qui a 8 ans, qui vit en Algérie, mais peut-être que Maxime qui a 8 ans, qui joue en Algérie, c'est Robert qui en a 60 puis qui reste à Repentigny. Donc, il faut faire attention aussi avec ce petit côté-là et de dire aux enfants, ben, tu sais, tu peux jouer quand même avec des gens que tu connais pas, mais si jamais ils veulent te parler en privé, de ne pas y aller, de ne pas donner d'informations personnelles. Donc, on joue, on a du plaisir, c'est le fun. Des fois, il faut communiquer parce qu'on joue dans la même équipe ou quoi que ce soit, mais on ne donne pas nos infos personnelles. Je ne dirais pas où est-ce que je vis, j'ai quel âge, je vais à quelle école, je vis dans quelle ville, dans quel pays. Donc, on ne donne pas ces informations-là et ainsi, on est beaucoup plus protégé. Ensuite, on voit les défis en ligne. Donc, plus bas, on voit le Blue Whale Challenge, on voit le Tide Pod Challenge et on voit le Momo Challenge. Alors, les défis qu'on voit en ligne, souvent, les jeunes vont avoir tendance à vouloir les essayer. Donc, de vouloir faire justement ces défis-là, d'essayer d'y participer. Le Blue Whale et le Momo, donc la première photo et la dernière photo, c'était en fait des défis qui contactaient les jeunes par Messenger et qui leur faisaient faire une série de petits défis allant de la plus petite chose, exemple, voler 2 $ à ses parents, jusqu'à les amener à prendre des photos, des vidéos et les envoyer. Et par la suite, le dernier défi ultime, c'était de s'enlever la vie. Donc, c'est des défis très, très graves. Et comme je disais, vu que ça allait en progression, bien, les jeunes embarquaient, trouvaient ça le fun. Et là, un moment donné, whoop, là, ils veulent débarquer, mais là, ils se font dire, oui, mais j'ai des photos, j'ai des vidéos de toi, j'ai des informations. Donc, moi, je vais pouvoir les donner à quelqu'un. Alors, ces jeunes-là se sentaient menacés et là, n'avaient pas le choix de continuer à faire les défis, pensant que ben, la personne, elle a beaucoup trop de choses contre moi. Donc, c'est des défis très sérieux, très dangereux. Il faut faire attention avec ça. Le défi Tide Pod qui est dans le milieu, donc le jeune qui mange un Tide Pod là, de lessive parce que ça a l'air le fun, puis que c'est gélatineux, puis ça a plein de couleurs. Donc, c'est tous des défis qui se lancent en ligne, qu'un paquet de jeunes font, mais qui souvent vont avoir des conséquences assez désastreuses aussi. Alors, tu sais, c'est un peu la métaphore que peut-être certains d'entre vous, en tout cas moi je sais que personnellement ça m'arrivait, je me faisais dire par ma mère, ben si tes amis se pitchent en bas du pont, est-ce que tu vas y aller toi aussi? Et là, on disait, ben non. Hein. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est d'apprendre à faire la distinction entre ce qui est positif ou pas. Un challenge de danse, par exemple, avec sa gang d'amis, ça peut passer, on s'entend, mais un défi où est-ce que je me mets en danger, où je mets ma santé en danger, en péril, ben, je devrais y repenser 2 fois avant de l'effectuer. Donc, encore là, je pense que c'est d'avoir une discussion ouverte avec nos jeunes là, par rapport à ça. Le contrôle parental. Donc, c'est toujours important, surtout si vous n'avez pas accès à ce que l'enfant fait. Alors, à l'époque, souvent, on avait un ordinateur pour toute la famille. Donc, le but était de mettre l'ordinateur dans un endroit où c'est passant, où les gens ont toujours un regard sur ce qui se passe. Mais maintenant, avec le fait que la plupart des gens ont déjà les jeunes ont leur cellulaire, ont leur tablette dans leur chambre, tout ça, on ne voit pas toujours ce qui se passe. Ça peut être intéressant d'avoir certaines petites règles pour encadrer un petit peu ce qui se passe sur Internet. Donc, la première chose, c'est un contrat de famille. Donc, le contrat de famille, en gros, ce que ça stipule, encore ici, vous pouvez nous écrire, on va pouvoir vous envoyer une copie. Donc, c'est qu'on s'engage avec notre jeune à respecter certaines règles au niveau Internet. Donc, par exemple, ça va être, ben, je m'engage à y aller pas plus que tant d'heures par jour. Je m'engage à informer mes parents s'il se passe justement, si j'ai des conversations inadéquates, si je me fais approcher par des gens à qui je ne fais pas trop confiance. Ne jamais les laisser seuls en ligne. Donc, comme je disais tantôt, de toujours savoir un petit peu ce qui se passe avec nos jeunes, personnaliser leur environnement Internet. Donc, comme j'expliquais tantôt, de regarder les plateformes, de s'assurer que leurs confidentialités sont appliquées sur leurs réseaux sociaux, de discuter avec eux de leurs activités en ligne. Parce que c'est sûr que de faire le parent contrôlant qui regarde tout ce qui se passe, des fois, ça peut être épuisant. Puis pour notre jeune aussi, ça peut faire que ça ne tente pas trop de nous dire ce qui se passe en ligne. Donc, en faisant ça, on peut faire ce qu'on appelle souvent la nouille sympathique. Donc, de demander à notre enfant de nous faire un cours 101 sur l'application. Explique-moi comment ça fonctionne. Donc, souvent, l'enfant, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter grandement son estime de soi parce que là,
ça lui permet de jouer au prof, donc d'expliquer comment ça fonctionne. Et vous, ça vous permet de comprendre qu'est-ce que votre enfant va rechercher dans cette application-là, quels besoins ça comble. Donc, ça peut être une très bonne façon d'établir le lien aussi et justement de renforcer le lien de confiance que si jamais sur ce site-là, il se passe des choses qui sont inadéquates, ben, votre enfant va pouvoir venir vous en parler. Ensuite, on a le Google Incognito ou les applications secrètes. Donc, de faire attention parce qu'il y a des applications qui existent aussi qui permettent aux jeunes de cacher certaines informations à leurs parents. Donc, je pense à une en particulier qui s'appelle Calculator. Donc, c'est en fait une calculatrice. Donc, tout le monde dans nos cellulaires, on a une application qui nous sert de calculatrice, dans les portables et les tablettes aussi. Eh bien, il y a une application qui peut aussi se télécharger, qui est aussi une calculatrice, mais qui permet de stocker des photos et des vidéos incognito. Donc, si vous voyez que votre enfant a 2 applications de calculatrice, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Le Google Incognito, c'est simplement d'effectuer une recherche sur les réseaux sociaux, de taper le nom de votre enfant, taper s'il y a un pseudonyme et de voir qu'est-ce qui sort. Donc là, ce que ça nous montre, c'est « Ah, ben regarde, vois-tu, moi, si je ne te connais pas et je fais une recherche sur toi, c'est toutes les informations auxquelles j'ai accès. Alors que je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. » Donc, souvent, ça va aider aussi à prendre conscience que, oups, j'ai peut-être mis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui peuvent m'identifier à quelqu'un. Rappelez que l'Internet, c'est un lieu public, hein, comme on expliquait tantôt, donc il faut faire attention quand on échange des photos, des vidéos, on ne sait pas à qui ça va se ramasser. Et veut pas la personne qui l'a, ben après ça, elle est responsable de ce qu'elle fait avec. Toi, tu n'as plus aucun contrôle. Donc, même si c'est ton meilleur ami ou ta meilleure amie, si jamais vous vous chicanez, est-ce que tu peux quand même lui faire confiance qu'elle ne partagera pas cette information-là ou ce message-là? Donc, tu sais, d'avoir cette discussion ouverte-là avec les jeunes, ça peut être aussi une bonne façon de leur faire prendre conscience que ah, j'ai quand même des responsabilités quand je dévoile des informations sur les réseaux sociaux. Et finalement, de discuter de sexualité avec eux. Je sais que ça, souvent, ça nous fait un petit peu gricher les dents, mais c'est un sujet important. Les jeunes ont tendance à aller chercher les réponses qu'ils n'ont pas justement sur Internet. Et vous le savez comme moi, Internet regorge de sites Internet appropriés, mais aussi inappropriés. Donc, le fait d'avoir une discussion ouverte avec eux, de savoir qu'ils peuvent vous poser des questions, que si, exemple, ils vous arrivent avec quelque chose qu'ils ont vu sur Internet, de poser la question « Ah oui, puis tu penses que c'est quoi? » Tu sais, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Et d'avoir vraiment cette discussion ouverte-là avec eux. Puis si jamais vous n'êtes pas à l'aise de le faire, n'oubliez pas, il y a plein d'intervenants, plein d'organismes qui sont là pour ça aussi, qui sont d'excellentes ressources que vous pouvez consulter pour justement aider vos jeunes à ce niveau-là, à avoir des réponses, à avoir les bonnes réponses aussi. Il y a aussi plein de livres qui existent sur le sujet. Donc, n'hésitez pas là, à bien vous entourer de ressources pour ce côté-là. Maintenant, comment on peut bloquer et signaler les comportements ou les vidéos ou photos ou profils qui sont inadéquats sur Internet? Alors, voici ce que vous pouvez faire. Donc, vous voyez ici sur Facebook et sur Instagram comment le faire. Donc, c'est très simple. Il y a un onglet qui dit « Signaler » et « Bloquer ». Donc, signaler, ça va carrément envoyer au site Internet que, oups, cette personne-là a des comportements inadéquats. Souvent, ça va vous demander des détails. Donc, vous pourrez expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, c'est très facile là, de ce côté-là là, de pouvoir bloquer et signaler une personne. Et voici finalement les ressources que vous pouvez consulter si vous voulez plus d'informations. Donc, le premier étant notre site web, hein, Réseau Enfants Retour. Donc, vous allez voir dans la section ressources, il y a plusieurs guides et brochures et aussi ce qu'on appelle les playthroughs sur la sécurité qui sont pleines de ressources intéressantes pour vous aider au niveau de vos jeunes, donc comment aborder certains sujets plus sensibles et tout. Donc, vous voyez, vous verrez, ils sont classés par catégorie, par âge et tout ça, donc ça vous permet là, de regarder avec eux comment vous pouvez justement là, gérer ça. Ensuite, vous avez le site « Aidez-moi s'il vous plaît ». Donc, celui-là, il concerne uniquement l'envoi de photos et de vidéos, comme on a parlé tout à l'heure, là, pornographiques. Donc, sur ce site-là, vous voyez comment, c'est quoi les étapes qu'il faut faire justement pour pouvoir enlever ce matériel-là sur les réseaux sociaux. Et c'est fait autant pour les enfants que pour les parents et les intervenants. Donc, n'hésitez pas à le consulter aussi, même si vous n'avez pas vécu cette situation-là, ce que je vous souhaite fortement, mais peut-être juste d'être déjà sensibilisé à comment ça fonctionne. Ça peut être très utile en temps et lieu. Ensuite, on a Parents Cyber Avertis, donc qui fait beaucoup de conseils aussi sur la cybersécurité.
Pensée cybersécurité aussi qui est dans la même lignée. Et finalement, CyberAide qui est aussi là, pour dénoncer tout ce qui est comportement inadéquat sur les réseaux sociaux. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié ce webinaire-là. Donc, on se revoit dans quelques petites minutes en Facebook Live. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez déjà envoyées et vous pourrez aussi en poser à mesure là, et ça va me faire plaisir d'y répondre. N'oubliez pas, si jamais vous voulez les documents, de nous écrire un petit message privé et on vous enverra le PDF de la présentation. Alors, on se voit dans quelques minutes.